Je vous le disais, le 1036e jour de guerre en Ukraine est donc marqué par une attaque massive de missiles russes, notamment, mais pas seulement, mais notamment sur Kharkiv, la deuxième ville du pays. Bonjour Guillaume Ancel, merci d'être avec moi. Vous êtes ancien officier chroniqueur de guerre, auteur de Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette chez Flammarion et auteur du blog Ne pas subir. On fait le point dans un instant. Mais avant cela, évidemment, priorité à Pierre Barbar. Bonjour Pierre, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV en Ukraine. Avec vous pour débuter, les dernières informations concernant cette attaque. On va d'abord commencer par ces mots. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a délibérément choisi Noël pour attaquer. Voilà ce qu'a dit Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, ce matin après cette attaque russe de grande ampleur. 70 missiles, certains balistiques et 100 drones ont visé l'Ukraine cette nuit. Plusieurs localités, notamment Kharkiv, où 3 personnes ont été blessées, mais aussi Tcherkassy et Dnipro. Le gouverneur justement de cette région a expliqué que la Russie avait visé délibérément des lieux énergétiques. Notamment, ce qu'il faut expliquer, c'est que la compagnie aérienne d'électricité a d'ores et déjà confirmé ce matin qu'il y aurait des restrictions d'approvisionnement suite à ces attaques. Il y a eu plusieurs coupures de courant recensées, notamment justement à Dnipro, mais ici aussi à Kiev pendant quelques heures. Kiev où il y a eu des alertes tout au long de la nuit. Il y en a eu encore ce matin. Des personnes se sont, comme habituellement, retranchés dans les métros face à ces alertes de missiles. Ce n'est plus le cas maintenant. Il y a eu des alertes vraiment sur tout le pays. Ça se concentre désormais uniquement sur l'est du pays où il y a encore des missiles qui ont frappé certains endroits il y a quelques minutes. Je terminerai avec ces mots une nouvelle fois de Volodymyr Zelensky. Le mal russe ne brisera pas l'Ukraine et ne gâchera pas notre Noël. Merci beaucoup Pierre, avec Colline Chambol. Je vous retrouve dans un instant pour continuer à échanger. Guillaume Ancel, on a beaucoup entendu ces dernières semaines, on l'a évoqué ensemble sur les différents plateaux, que 2005 pourrait être l'année de négociation, voire l'année de la paix. En même temps, quand on regarde la fin de l'année 2024, on se dit qu'on est très très loin de cela. Quel est le sens de ces frappes massives, Kharkiv, deuxième ville du pays, et les installations énergétiques? Alors, ça ressemble étrangement à je pose mes cartes de force sur la table de négociation. Donc évidemment, on a tous espéré une trêve pour Noël. On voit bien que ce n'est pas le genre d'argument qui va influencer Poutine. Là, c'est un bombardement massif sur l'ensemble, Pierre vient de nous le montrer, sur l'ensemble du pays, avec des conséquences graves sur les installations énergétiques. Ce qu'il faut pour les Russes dans cette période de négociation, parce que ça fait 3 semaines qu'ils négocient déjà avec l'équipe de Donald Trump, c'est montrer le pouvoir de destruction de la Russie sur l'Ukraine. Et l'Ukraine, au contraire, doit essayer de montrer que, au fond, ça lui fait pas grand-chose. La réalité, elle est à peu près entre les deux. On est presque à 3 ans de guerre. On a un pays, l'Ukraine, qui est épuisé par ce conflit. Et on a une armée russe qui est beaucoup plus faible qu'elle n'y paraît, parce qu'en 1 an de combat, elle a conquis 0,5% du territoire. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, il faudrait 2 siècles à Poutine pour conquérir l'Ukraine. Est-ce que c'est aussi comme cela, par rapport à ce que vous disiez, qu'il faut voir à la fois la prise d'un petit village près de Donetsk par les Russes et en même temps l'offensive ukrainienne sur Koursk? C'est-à-dire que les négociations ont débuté, ou on sent qu'elles vont débuter en coulisses ou officiellement, mais qu'on doit montrer de chaque côté qu'on a encore de la réserve. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir? Alors évidemment, il y a des victimes, même si on ne connaît pas le bilan de ce qui s'est passé ce matin, mais c'est comme cela qu'il faut analyser la situation. Oui, à cause de ces négociations, Poutine a demandé, a exigé que son armée augmente encore sa cadence. Une armée russe qui est à bout et qui le dit, on peut pas aller plus loin, en tout cas on peut pas aller plus vite. Les pertes de l'armée russe sont colossales, mais elle continue à avancer de quelques kilomètres carrés tous les jours. Et puis surtout, Poutine voudrait absolument récupérer le saillant de Koursk, c'est-à-dire l'endroit où les Ukrainiens se sont installés cet été au mois d'août, parce qu'évidemment c'est très vexant pour lui de dire que si on figeait la ligne de front, il y a une partie du territoire russe, même si c'est que de l'ordre de 500 km², qui serait aux mains des Ukrainiens. Donc, il veut récupérer le saillant de Koursk, il y a engagé des soldats nord-coréens, et il veut avancer le plus possible sur la ligne de front, parce qu'il sait que Trump va figer la ligne de front quand il décidera
que c'est un arrêt, un cessez-le-feu. Je voudrais qu'on parle, vous évoquiez la faiblesse ou les difficultés de l'armée russe. Je voudrais qu'on parle quand même de ces militaires nord-coréens, dont on a beaucoup parlé, et on a vu des images de ces blessés. On parle désormais de plus d'1 millier de soldats nord-coréens blessés ou tués. Poutine voulait en faire une forme du symbole d'une alliance internationale luttant contre l'Ukraine et l'Occident. Quand on voit ces images des soldats nord-coréens, ça prouve quoi? Ça prouve que c'est une erreur de leur avoir demandé de venir, ça prouve que la résistance ukrainienne est plus importante, ça prouve que la vie humaine n'a toujours pas beaucoup de valeur aux yeux du Kremlin. Comment on doit voir ces images extrêmement violentes, on voit des soldats nord-coréens blessés ou tués au pied des armes, poursuivis par des drones. C'est quand même quelque chose, c'est un échec en termes de communication. Alors c'est un échec en termes de communication, mais au fond, c'est comme ça que l'armée russe utilise ses hommes depuis le début. On parle de chars à canon. La chair à canon. Mais là, ce ne sont pas des Russes, ce sont des Nord-Coréens. Est-ce que ce n'est pas un problème? Mais en fait, à un moment, on se souvient qu'il a recruté, sous fausses annonces d'ailleurs, en Afrique, en Asie, des Mongols, des Népalais. Et en fait, aujourd'hui, il fait ça avec des Nord-Coréens, sauf que les Nord-Coréens, il les a achetés massivement à son ami Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord. Surtout, à notre avis, contre des fournitures militaires et de la technologie militaire de haut niveau qui manquait à la Corée du Nord. Et en fait, le régime totalement dictatorial de la Corée du Nord se fout complètement de sacrifier 12 000 jeunes gens dont on voit sur les vidéos de combat qui sont peu aguerris, alors qu'on pensait qu'ils étaient plutôt assez entraînés. Et surtout, ils ne connaissent pas cette forme de combat. C'est une armée qui ne s'est jamais battue depuis la ligne de démarcation, autre figeage d'une ligne de front, en 1950. Et ce qui est d'ailleurs particulier, c'est que c'est la Corée du Sud qui donne les informations sur les bilans concernant les Nord-Coréens, ce qui prouve qu'effectivement, ce qui se passe dans l'Est de l'Europe et en Ukraine dépasse le simple cadre de l'Ukraine et de la Russie. Et c'est d'autant plus intéressant que la Corée du Sud s'était plutôt opposée à un moment à livrer des armes à l'Ukraine en disant qu'elle voulait rester en dehors de ce conflit, puis en voyant la Corée du Nord participer activement, d'abord en livrant des millions d'obus à Vladimir Poutine, puis en poussant des soldats nord-coréens, évidemment, est très intéressée la Corée du Sud, ou plutôt très inquiète de voir la manière dont on va réagir. Mais c'est vrai qu'à ce stade, les 12 000 soldats nord-coréens n'ont pas vraiment changé la donne sur le front. On retourne ensemble, Guillaume, on va retrouver Pierre Barbin, toujours à Kiev pour BFM TV. 3e Noël sous la guerre, et pour la 2e année, Noël célébré en Ukraine le 25 décembre et non plus le 7 janvier, comme l'établissait le calendrier juilien qui est suivi par l'Église orthodoxe russe. Est-ce que ça change quelque chose à l'état d'esprit des Ukrainiens, Pierre ? Il y a toujours un même état d'esprit assez similaire dans la tête des Ukrainiens parce que cette guerre est présente, bien évidemment. Alors on la ressent un petit peu moins ici à Kiev, même s'il y a des alertes quotidiennes, notamment la nuit. Mais bien évidemment, ces Ukrainiens veulent au plus vite la fin de cette guerre qui touche leur pays depuis bientôt 3 ans maintenant, vous l'avez dit. Un exemple assez simple, on a rencontré ces derniers jours avec Colin Chambol et Clément Gredenier un soldat qui revenait du front, qui avait une permission exceptionnelle, et on lui a posé une question assez sibylline, assez simple. Qu'est-ce que vous espérez pour les prochains mois? Et il nous a répondu avec beaucoup d'ironie et beaucoup de sarcasme. Je veux un meurtre violent de Vladimir Poutine. Voilà quel est l'état d'esprit des Ukrainiens, parce que cette guerre pèse au quotidien cette population engluée par ce conflit depuis bientôt 3 ans maintenant. C'est aussi l'état d'esprit de Volodymyr Zelensky, on le rappelle, et on se souvient bien évidemment de ces mots il y a quelques semaines. 2025 doit être la fin de la guerre pour l'Ukraine par des voies diplomatiques. Voilà ce qu'avait dit le président ukrainien, ajoutant cette phrase très importante: Vladimir Poutine, lui, ne veut pas la paix. Merci beaucoup Pierre, avec Colin Chambol pour BFM TV en direct de Kiev en Ukraine. Guillaume Ancel, vous avez déjà cité son nom, mais on parle quand même beaucoup du rôle de Donald Trump. Est-ce que, même s'il avait promis une paix en 24 heures ou 48 heures, ce que personne ne croyait évidemment, mais est-ce que la paix se fera sur le coup grâce à Donald Trump d'une certaine façon? C'est probable. C'est probable qu'en 2025, la guerre s'arrête. On ne sait pas si ce sera la paix pour autant. Et c'est bien là le problème, c'est qu'en fait, le plan de Donald Trump, qu'on connaît maintenant dans les grandes lignes, puisque son équipe a commencé à négocier avec l'entourage de Vladimir Poutine en Russie, c'est de stopper le front et de prendre la ligne de front comme étant une nouvelle ligne de démarcation. Une zone tampon. Mais du coup, les Ukrainiens auraient perdu 18% de leur territoire et ils ne l'accepteront jamais à terme. Donc on aura toujours une tension
finalement au cœur de l'Europe, entre une armée russe qui sera prête un jour à reprendre le combat, et du côté ukrainien, on sera obligé de garantir cette ligne de démarcation avec une force internationale importante dans laquelle Trump a déjà annoncé qu'il n'enverra pas de soldats américains. Donc ce seront des soldats essentiellement européens qui seront engagés pour des années, voire des décennies. Le seul espoir qui reste, c'est que si la guerre s'arrête, on sait que Poutine sera en difficulté vis-à-vis de sa société. Parce qu'aujourd'hui, il peut tout justifier à cause de la guerre. Mais sans guerre, il est un peu dans la position de Netanyahou. La société va lui demander des comptes. Et là, ça peut lui coûter cher. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a un comparatif par rapport à une autre situation géographique, zone de démarcation, je pense les deux Corées, je pense celle qui était gérée par la finule entre le sud du Liban et le nord d'Israël. Est-ce qu'il y a un modèle particulier pour qu'on comprenne bien ce à quoi ça pourrait ressembler ? Oui, la référence, c'est la Corée, où la guerre s'est arrêtée au début des années 50, une guerre terrible, avec des bilans absolument catastrophiques. Et finalement, l'ONU a trouvé comme seul accord de stopper la ligne de front. Il n'y a jamais eu d'accord de paix. Et c'est pour ça que le fait d'arrêter les combats ne veut pas dire qu'on construise la paix pour autant. C'est bien ça le problème, c'est que la guerre peut s'arrêter en 2025, mais comment rétablir la paix en Ukraine ? Merci beaucoup Guillaume Ancel, je vous retrouve dans les prochaines minutes pour suivre évidemment cette situation. 1036e jour de guerre en Ukraine en ce jour de Noël.